Bonjour à toutes et à tous, au micro Vincent Berger. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 9 avril 2025. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Fiscales de KPMG dédiée à la réforme des management packages. On se souvient que la pratique française des management packages est apparue il y a une trentaine d'années, notamment avec la croissance d'Internet. Il s'agissait alors de trouver des mécanismes de fidélisation et d'intéressement du management au développement de l'entreprise. Cette pratique a connu un fort essor avec les opérations de LBO, générant des gains substantiels qui n'ont pas manqué au fil du temps d'attirer la curiosité de l'administration fiscale. Il devenait donc nécessaire de préciser le traitement fiscal et social de ces instruments de capital, et c'est désormais chose faite avec la loi de finances pour 2025. Pour décrypter ces nouvelles règles, j'ai le plaisir d'accueillir au micro Marion Irlinger, avocate au sein de l'équipe Rewards de KPMG Avocats. Bonjour Marion. Bonjour Vincent et bonjour à toutes et à tous. Alors Marion Irlinger, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment fonctionne un management package ? Oui, comme vous venez de le dire, Vincent, un management package est un ensemble d'outils juridiques et financiers destinés à fidéliser les managers et à aligner leurs intérêts avec ceux des actionnaires ou des investisseurs de la société. Ils ont également pour but d'intéresser ces managers à la performance de l'entreprise, la plupart du temps, comme vous le soulignez, dans le cadre d'opérations de LBO. Parmi ces outils, on retrouve souvent en France les actions gratuites, qu'elles soient ordinaires ou de préférence, et les instruments payants qui demandent un investissement du manager. Là encore, il peut s'agir d'actions ordinaires ou de préférence. En règle générale, leur attribution est conditionnée à l'atteinte d'un certain niveau de performance de l'entreprise. La fiscalité de ces management packages, ces manpack comme on dit, a été alourdie au fil du temps et est devenue de moins en moins lisible. Pourquoi fallait-il de nouveau la réformer ? Eh bien, depuis un bon moment, l'administration fiscale considère que, dans certaines situations, les gains de cession sur les management packages doivent être taxés non pas comme des plus-values, mais comme des salaires. Ainsi, au lieu d'appliquer la flat tax ou PFU de 30%, voire de 34% si on tient compte de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, le gain subit une imposition allant jusqu'à 49%, soit application du barème progressif de l'impôt sur le revenu et 4% de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Pire encore, ces taux pouvaient être portés jusqu'à 70% en cas de requalification conjointe de l'URSSAF. En l'absence de textes légaux et de critères jurisprudentiels précis, l'interprétation des services de vérification était aléatoire, l'administration s'appuyant sur un faisceau d'indices tendant à démontrer un lien entre la plus-value réalisée et l'activité professionnelle du manager. Il en résultait une insécurité juridique pour les managers et pour les sociétés émettrices. C'est alors que le Conseil d'État est intervenu en juillet 2021. Oui, le Conseil a précisé dans plusieurs décisions les principaux critères permettant de qualifier les gains de cession en tant que plus-value ou salaire, qui servent aujourd'hui de grille d'analyse. Mais cette situation n'était pas pleinement satisfaisante et exposait les fonds d'investissement, les entreprises, sans oublier les managers, à des risques financiers importants, en particulier lors d'un redressement URSSAF. Les éventuels suppléments de cotisations sociales en cas de requalification en salaire leur étant alors réclamés. La loi de finances pour 2025 encadre donc le régime fiscal et social des gains de la cession de ces management packages. Ce nouveau régime s'applique à toutes les cessions intervenant depuis le 16 février 2025, le lendemain de la promulgation de la loi de finances. Alors, quelles sont les grandes lignes de cette réforme et surtout, met-elle fin à l'insécurité juridique que vous venez d'évoquer ? Bien Vincent, le texte vise les gains réalisés en lien avec l'activité professionnelle. Donc, les gains dont la qualification fiscale entre salaire et plus-value était jusqu'ici ambiguë. En un sens, la loi sécurise désormais l'imposition des gains en plus-value au PFU jusqu'à 34%, et ce, dans un plafond de 3 fois la performance financière de la société. Au-delà de ce seuil de 3 fois, les gains seront taxables en tant que salaire. Et comment se calcule ce plafond ? Pour reprendre le jargon de la pratique, il peut être assimilé à 3 fois le multiple projet. Autrement dit, il correspond à 3 fois la prise de valeur de la société constatée entre l'acquisition des titres par les managers et leur cession. Concrètement, il va falloir calculer le ratio entre la valeur réelle des capitaux propres au moment de la cession et la valeur réelle des capitaux propres au moment de l'acquisition des titres. Il est aussi prévu que ce ratio intègre les dettes contractées auprès des actionnaires, qu'elles existent à la date d'acquisition ou qu'elles soient nées après. On comprend donc qu'au-dessus de ce plafond de 3 fois, les gains seront imposés en tant que salaire. Est-ce à dire qu'il y aura un coût pour la société et surtout, qu'en est-il des cotisations sociales ? Eh bien, le législateur a pris le soin d'exclure ces gains du champ des cotisations sociales classiques. Pour le manager, la part du gain imposable en salaire sera soumise à l'impôt sur le revenu au barème progressif jusqu'à 49% et à une contribution spécifique de 10% qui doit être versée directement par le manager.
soit Vincent un taux global de 59%. La société, quant à elle, ne sera redevable d'aucune charge sociale, et ce, au moins, sur les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2027. J'imagine, Marion, qu'il y a des conditions pour entrer dans ce régime. Effectivement, pour qu'une partie du gain soit imposable en tant que plus-value de cession, les titres doivent d'une part présenter un risque de perte en capital, une absence de prix garanti par exemple, et d'autre part, avoir été détenus au moins 2 ans. Cette dernière condition des 2 ans n'est toutefois pas applicable aux actions gratuites. À défaut, les plus-values de cession réalisées seront intégralement imposables en tant que salaire, même en deçà du plafond de 3 fois dont nous venons de parler. J'en profite aussi pour glisser un mot à propos des actions gratuites et signaler que la loi de financement de la sécurité sociale a porté la contribution patronale de 20% à 30%. Il fallait quand même le dire. Merci Marion. Vous nous avez parlé donc d'une imposition en tant que salaire. Alors immédiatement, on pense au prélèvement à la source. Comment est-ce que ça va se passer en pratique ? À ce jour, la loi n'a pas exclu la part du gain imposable en tant que salaire du champ du prélèvement à la source. Ça crée à date un régime totalement inédit, alors que la contribution salariale dont on se parlait tout à l'heure est versée par le manager à réception de son avis d'imposition, donc l'année suivant la cession. Le prélèvement à la source devrait quant à lui être versé par l'employeur immédiatement lors de la cession des titres. Nous espérons néanmoins que cette ambiguïté sera levée dans les commentaires à paraître au BOFIP. D'ailleurs, il y a encore beaucoup d'autres questions en suspens qui méritent d'être précisées par l'administration. Lesquelles, par exemple, Marion ? Eh bien, par exemple, la question de l'éligibilité des gains au sursis d'imposition en cas d'apport de titres. Nos auditeurs le savent peut-être, en cas de LBO successif, il est demandé aux managers de réinvestir une partie de leurs titres issus du précédent management package. Cela se structure souvent sous la forme d'un apport éligible au sursis d'imposition afin de permettre un réinvestissement sans frottement fiscal. Et bien dans le cadre du nouveau régime, le législateur n'a pas précisé si, ou même dans quelle mesure, les gains de management package demeurent éligibles au sursis. En pratique, ça va poser de vraies problématiques sur les transactions, en cours et à venir, pour définir les modalités et les montants de réinvestissement de ces managers. Un autre sujet pose question, à savoir comment on calcule le plafond de 3 fois sur les transactions récentes. On ignore aujourd'hui comment traiter les différentes opérations sur le capital qui auraient pu intervenir entre l'acquisition et la cession. Par exemple, comment doit-on apprécier une distribution de dividendes avant la cession ou encore une augmentation de capital ? Et la même question se pose d'ailleurs aussi pour les dettes. À ces questions d'interprétation s'ajoute un sujet de temporalité, puisqu'à ce jour, l'exclusion des cotisations sociales n'est prévue que jusqu'au 31 décembre 2027. Sait-on déjà ce qu'il en sera après cette date ? Si le caractère transitoire aujourd'hui de cette mesure résulte d'impératifs constitutionnels, il n'en reste pas moins que cela crée une incertitude quant au régime qui sera applicable après cette date. Et notamment, la grande question, la possibilité d'un retour des cotisations sociales. Donc c'est un point important à avoir en tête dans la structuration des management packages actuels. Et du côté des managers, est-ce que certains points restent également à éclaircir ? Alors oui, l'un des grands points qu'il faudra éclaircir, c'est le sujet des donations. À ce jour, le texte restreint la possibilité de réaliser une donation de titres issus de management package en franchise d'impôt. En effet, jusqu'à présent, et dans certaines situations spécifiques, la donation des titres permettait de s'acquitter uniquement des droits de donation et de purger la plus-value de cession. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La loi de finances pour 2025 prévoit que le donateur s'acquitte de l'impôt sur la fraction du gain imposable en salaire lors de la cession ultérieure des titres par le donataire. À la lecture du texte, il est possible que le donateur soit en plus redevable de l'impôt sur la fraction du gain imposable en tant que plus-value de cession. Le débat est donc loin d'être tranché. En synthèse, on peut quand même se dire que la donation des titres de management package ne présente plus un grand intérêt fiscal. Y a-t-il d'autres changements apportés par la loi pour les managers ? Oui, la loi précise que les titres entrant dans le champ de la réforme, donc ceux dont le gain peut être requalifié en salaire, ne peuvent plus être inscrits en PEA. Quant aux titres qui étaient déjà inscrits en PEA, ils ne devraient plus pouvoir bénéficier du régime fiscal propre du PEA. Il faudra là encore attendre les commentaires de l'administration fiscale pour savoir si tous les gains réalisés à la cession de ces titres sont exclus du régime du PEA ou s'il s'agira seulement de la partie des gains réalisés à compter du 16 février 2025. Un autre point nous semble encore plus impactant sur les transactions en cours. Dans certaines opérations de LBO, les réinvestissements des managers sont structurés sous forme d'un échange de titres, lesquels pouvaient jusqu'à présent être inscrits en PEA. Il faudra anticiper des situations où, à partir de maintenant, les titres reçus en échange pourraient ne plus être éligibles au PEA. Cela devrait donc entraîner un retrait, voire la clôture du PEA, avec toutes les conséquences fiscales associées, et notamment, principalement, impôt sur le revenu sur les plus-values.
Un grand merci, Marion, pour toutes ces explications détaillées. Cette réforme a le mérite de lever l'ambiguïté qui pesait sur le traitement fiscal des gains des management packages. Néanmoins, on comprend que ça se fait au détriment d'une fiscalité plus lourde pour les managers. Il reste également de nombreuses questions d'interprétation sur la mise en œuvre de ce régime. On ne peut donc que conseiller aux entreprises et aux managers de porter une attention particulière à la structuration des management packages et, le cas échéant, de faire réanalyser leur situation à la lumière de ces nouvelles dispositions. Cette émission est maintenant terminée. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter nos publications que vous retrouverez à la page KPMG Avocat sur le site kpmg.fr ou écouter sans modération nos émissions dans l'application Radio KPMG à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Merci à nos auditeurs pour leur écoute assidue. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition des Fiscales de KPMG. Les Fiscales, une émission de Radio KPMG.